Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Maroc-Grande-Bretagne, la 4e session du dialogue stratégique entre les deux pays s'est tenue aujourd'hui. Un conclave placé sous le signe de la concertation. Au programme, les questions bilatérales et le renforcement de la coopération. Nous en ferons le point dans ce journal. Le dossier du journal consacré aux violences numériques faites aux femmes. Le harcèlement peut prendre différentes formes sur la toile. Les conséquences sont lourdes et impactent la vie de ces femmes. Un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. La Hiloula, une fête juive sacrée célébrée dans une atmosphère de recueillement et de sérénité. À Meknès, des Marocains de confession juive d'ici et d'ailleurs en fait le déplacement. Une manière aussi de préserver les traditions marocaines authentiques. Bonsoir à tous. Tenue à Rabat de la 4e session du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Une session co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita et le ministre d'État du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie et du Sud des Nations et des Nations Unies du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Lord Ahmed de Wimbledon. Au programme, 4 thématiques structurantes, le volet politique et diplomatique, la coopération sécuritaire, la coopération économique et la coopération culturelle et celle en matière d'éducation. Abdelrahim Filoul avec Nisrine Hamdaoui. La 4e session du dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni est placée sous le signe de la concertation sur les questions bilatérales et du renforcement de la coopération dans plusieurs domaines, à commencer par celui économique. En gros, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de manière significative. Nos échanges commerciaux annuels avoisinent aujourd'hui près de 3 milliards de livres sterling. Et donc nous voudrions les faire croître davantage. Et comme nous l'avons souligné dans le cadre du dialogue stratégique, il existe de réelles opportunités pour aller de l'avant. Il est formidable de voir tant de Britanniques choisir le Maroc et renforcer les échanges commerciaux dans de multiples secteurs, ce qui confirme et consolide nos relations économiques créatrices d'emplois pour les deux pays. Cette belle dynamique est portée par une volonté commune de renforcer le partenariat stratégique entre Rabat et Londres, ce qui implique un dialogue autour de 4 piliers: l'économie, la sécurité, culture et éducation, et enfin, diplomatie et politique. Et parlant politique, la question du Sahara marocain s'est naturellement invitée dans les échanges entre les deux parties. Nous saluons la position positive du Royaume-Uni concernant la question du Sahara marocain et son rôle constructif dans le cadre des Nations Unies comme membre du groupe d'amis du secrétaire général en ce qui concerne la question du Sahara marocain en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité, soucieux de la sécurité et de la stabilité dans le nord de l'Afrique. Du concret, il y en a eu. Les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume-Uni ont signé un cadre stratégique de coopération portant sur l'action climatique, l'énergie propre et la croissance verte. Une manière de tracer la voie à des projets verts à forte valeur ajoutée. Enfin, dans une déclaration conjointe, les deux parties ont notamment affirmé leur volonté d'approfondir leur dialogue et leur coopération sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun et sur les principaux défis stratégiques. Autre registre de coopération, la 2e session de la commission mixte de coopération Maroc-Cap-Vert, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita et le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration régionale Rui Alberto de Figueiredo Soares. L'un des temps forts de cette commission, la signature de 9 accords de coopération couvrant de nombreux domaines comme les investissements, la coopération commerciale, l'énergie, l'habitat, le développement urbain durable ou encore la formation professionnelle.
Dans un communiqué conjoint rendu public à l'issue de la deuxième session, la République du Cap-Vert a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à l'initiative du plan d'autonomie présenté par le Royaume qui constitue l'unique solution crédible et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. Les efforts des Nations Unies ont été salués comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à ce différend régional. Même son de cloche, cette fois du côté de la République du Guinée, qui a réitéré à Rabat son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Royaume et son appui à l'initiative du plan d'autonomie présenté par le Royaume qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend. Une position exprimée dans le communiqué conjoint publié à l'issue des entretiens tenus entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Mourissanda Kouyaté, dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays. Les deux pays ont convenu de rehausser davantage leur partenariat, placé sous le signe de la coopération sud-sud qui devrait permettre au secteur privé des deux pays à continuer à jouer un rôle important dans la dynamisation des échanges économiques. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les violences numériques, surtout celles faites aux femmes. D'ailleurs, c'est le thème d'une conférence organisée par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdel. Experts, acteurs politiques et défenseurs des droits de l'homme ont passé en revue les différents aspects de ce phénomène et proposé des mesures afin de lutter contre cette forme de violence. Hassan Mondol avec Zakaria Moukrinbillah. De l'envoi de courriers électroniques, de SMS et d'appels téléphoniques harcelants, au chantage et à l'intrusion dans la sphère privée, la violence numérique peut revêtir plusieurs formes. Plus accentuée à l'égard des femmes, ce phénomène a pris de l'ampleur ces derniers temps. Aujourd'hui, des experts en droit étudient les solutions possibles qui ont trait à l'aspect juridique. La violence numérique est d'une dangerosité particulière et avec des caractéristiques atypiques. Nous devons donc étudier plus en détail ces manifestations et trouver les réponses adéquates pour contrer ces formes de violence. D'après les statistiques, 1 500 000 femmes marocaines sont victimes de violences numériques via différents moyens de communication. À cause du préjudice psychologique, moral et matériel induit, la violence numérique est un frein à l'inclusion sociale des femmes. Les études montrent que la violence numérique contre les femmes est en constante progression. C'est un phénomène inquiétant qui interpelle. En dépit de son caractère virtuel, la violence numérique peut entraîner toutes les autres formes de violence. Pour les chercheurs, si la loi 103/13 a permis au Royaume de disposer d'un cadre légal contre la violence à l'égard des femmes, l'arsenal juridique doit se renforcer et s'adapter aux évolutions de ce phénomène relatif à l'utilisation des nouvelles technologies. À présent, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé à ce jour au Palais royal de Rabat une séance de travail consacrée au suivi du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le Roi à la question stratégique de l'eau, qui a été notamment l'objet d'importantes orientations royales contenues dans le discours d'ouverture du Parlement en octobre dernier et de 3 séances de travail présidées par le souverain. Lors de cette séance, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, a présenté un exposé devant le souverain portant sur la situation hydrique et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes de ce programme. Ainsi, conformément aux autres instructions royales visant à accélérer ce programme et à en actualiser la consistance, un investissement supplémentaire important lui a été consenti, portant son budget global à 143 milliards de dirhams. Il a été notamment souligné dans ce cadre l'accélération du projet d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sbou, Bourgrag et Omrbi', avec la réalisation en cours de la tranche urgente de cette interconnexion sur 67 km. La programmation de nouveaux barrages et l'actualisation des coûts d'une vingtaine de barrages prévus permettant ainsi d'augmenter la capacité de stockage de 6,6 milliards de mètres cubes d'eau douce.
L'accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles à travers la programmation de stations de dessalement de l'eau de mer et l'augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées. Le renforcement de l'approvisionnement en eau potable du monde rural en élargissant la couverture à plus de douars et en renforçant les moyens logistiques et humains mobilisés. Par ailleurs, et au regard de la situation climatique et hydrique ayant encore impacté négativement cette année le déroulement de la campagne agricole et la disponibilité des pâturages, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au gouvernement pour activer, à l'instar de l'année précédente, les mesures d'urgence du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Enfin, le souverain a exhorté les départements et organismes concernés à doubler de vigilance dans ce domaine vital et à faire preuve d'efficacité dans la réalisation des projets programmés selon le calendrier établi. Cette réunion de travail s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, M. Aziz Akhnouch, du conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali El-Himma, du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, de la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Nadia Ftah, du ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leïla Ben Ali, et du directeur de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, M. Abdelrahim El-Hafidi. Je vous propose à présent d'écouter M. Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'eau. Le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui une réunion très importante sur l'eau et a donné ses hautes directives royales pour, d'une part, accélérer le rythme de réalisation des barrages, pour renforcer les capacités de stockage d'eau. Deuxièmement, veiller à ce qu'on puisse aussi accélérer le programme de dessalement qui a déjà démarré. Aujourd'hui, il s'agit d'aller à une vitesse supérieure pour pouvoir assurer l'eau nécessaire pour l'eau potable, mais également pour l'irrigation. Troisièmement, renforcer, le transfert d'eau et ce qu'on appelle les autoroutes de l'eau, et notamment entre le barrage de garde de Sbou vers le barrage de Sidi Mohamed Abdallah qui a déjà démarré. Mais l'objectif, c'est d'aller du bassin du Sbou vers le bassin du Bourgreb Chaouia pour aller vers le bassin de Omorbe, ce qui permettra réellement d'éviter que 500 à 800 millions de mètres cubes chaque année aillent en mer et qu'ils puissent véritablement assurer les besoins en eau potable et les besoins en irrigation au niveau de l'ensemble de ces bassins, sans parler du grand programme également dans le domaine de l'économie de l'eau. Le souverain a beaucoup insisté sur l'efficacité hydrique et les besoins à faire pour pouvoir veiller à ce qu'on puisse réduire les pertes au niveau des canalisations, que ce soit en matière d'irrigation ou que ce soit en matière d'eau potable, mais également accélérer le programme d'irrigation goutte à goutte pour arriver à 1 million d'hectares à l'horizon 2030, sans parler de la préservation des eaux souterraines et des nappes souterraines à travers la réutilisation des eaux usées, à travers l'alimentation également des nappes souterraines à travers des barrages collinaires. À Rabat, une réunion du comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies des forêts s'est tenue, l'occasion de faire le bilan de la saison 2022 et les actions à entreprendre pour la présente saison en matière d'alerte, de sensibilisation, de prévention et d'intervention. Plusieurs mesures ont été prises pour la lutte contre les feux de forêt, surtout que cette année, des départs de feu ont déjà été enregistrés. À ce jour, 65 incendies ont été enregistrés à l'échelle nationale, soit 600 hectares ravagés. La vigilance, tout comme la sensibilisation, sont des piliers majeurs de la stratégie de lutte contre les feux de forêt. Il est à noter que 95% de ces incendies sont d'origine humaine. Les incendies de forêt, un phénomène qui menace plusieurs contrées à travers la planète. Au Canada, des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées
à cause des feux de forêt qui ont ravagé 400 000 hectares. Des installations pétrolières sont à l'arrêt. C'est le triste bilan de 2 jours après l'état d'urgence dans la province canadienne d'Alberta. La province a d'ailleurs demandé l'aide du gouvernement fédéral pour faire face aux incendies dévastateurs. Hier soir, près d'une centaine de feux de forêt ou de broussailles étaient toujours actifs, dont 25 considérés comme hors de contrôle par les autorités. Au Soudan, plus de 700 000 personnes ont été déplacées à cause de la guerre. C'est ce qu'annonce l'ONU. Pour le moment, aucune issue au conflit ne se dessine en Arabie Saoudite, là où les négociations entre les belligérants piétinent depuis dimanche. Les combats se poursuivent pour le 25e jour consécutif à Khartoum. À ce jour, la guerre a fait plus de 750 morts, 5 000 blessés et près de 150 000 réfugiés. En Ukraine, les combats féroces se poursuivent à Bakhmout, dans l'est du pays, à feu et à sang depuis 9 mois. La ville n'apparaît plus comme une priorité stratégique à l'heure d'une possible contre-offensive ukrainienne, mais elle reste tout de même l'épicentre des combats dans l'est depuis des mois. Pendant ce temps, Moscou poursuit ses bombardements sur l'Ukraine. Ce mardi, l'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 23 missiles de croisière russes sur les 25 lancés pendant la nuit sur le pays. Voici un nouveau sacre pour la diplomatie marocaine au féminin. Au congrès des députés espagnols à Madrid, l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benayache, a reçu le prix Menina Network Women 2023 Almedina Grandes du réseau transnational des femmes, une ONG internationale œuvrant dans le domaine de la migration dans une perspective de genre. Le prix a été attribué à Madame Benayache en reconnaissance de son parcours personnel et professionnel en tant que diplomate, dans sa sensibilité particulière aux migrations internationales et de sa défense des droits des migrants et de leurs familles. Avant de refermer ce journal, direction Meknès, où les membres de la communauté juive ont célébré hier au cimetière juif pour la 2e année consécutive la Hiloula des Tzadikim. Une cérémonie pleine de symboles religieux et culturels, mais aussi une opportunité de renouer les liens forts qui ont toujours uni les Marocains de confession juive à leur origine. L'occasion aussi pour ces pèlerins de prier pour le repos de l'âme de leurs ancêtres. Brahim El-Ghouti, Abslam El-Khiloui et Nisrin Anstar. Ils sont venus des 4 coins du monde pour célébrer ce rendez-vous hautement spirituel au quartier El-Mellah de la capitale ismaélienne. La Hiloula, cela veut dire crier avec joie. Les Juifs s'y rendent sur les tombeaux des Tzadikim, comprenez les justes, et cela pendant le jour d'anniversaire de leur mort. La disparition est commémorée dans une ambiance de fête, de communion et de fortes émotions. Les pèlerins lisent aussi des psaumes et d'autres textes sacrés, comme le Zohar, une exégèse ésotérique de la Torah. Nous sommes ravis de prendre part à cette cérémonie qui rassemble les Juifs du monde entier dans une ambiance fraternelle. Je suis née à Israël, mes parents sont nés et ont vécu au Maroc pendant plusieurs années. Mon père est de Salé, ma mère est de Debdou. Pour moi, être ici, c'est une manière d'exprimer l'immense fierté d'appartenir au royaume du Maroc. Je représente les Hacham d'Al-Quds, le Maroc est notre pays. Le bonheur d'y revenir est indescriptible. Je souhaite à cette terre hospitalière beaucoup d'abondance, de prospérité et de paix. Dans le vieux cimetière juif de Meknès, ces pèlerins célèbrent l'une des Hiloulas les plus traditionnellement fêtées dans le monde, aussi bien par les séfarades que par les ashkénazes. La Hiloula, c'est aussi un florilège de chansons puisées dans le répertoire judéo-arabe. L'année dernière, nous avions inauguré ce cimetière qui a été réhabilité grâce à la bienveillante sollicitude de Sa Majesté le Roi, qui l'a inscrit
dans la réhabilitation de l'ensemble des cimetières juifs du Maroc qui nous ont permis de sauver et de réhabiliter et de rendre leur dignité à 170 cimetières. C'est une œuvre unique dans les annales de l'humanité. Au programme aussi de la Hiloula des Tzadikim de Mknès, des chants patriotiques comme une ode à un royaume pluriel où musulmans et juifs ont toujours vécu côte à côte, dans une atmosphère de convivence, d'altérité et de respect interreligieux. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.